Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez bien évidemment nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ne parlerons pas de crypto-actifs, mais nous parlerons d'euros numériques, ce projet porté par la BCE. Nous en parlerons dans un instant avec Alexandre Stervinou, directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France. Il reviendra notamment sur l'entrée en phase de préparation de cet euro numérique. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur les différents modes de préparation pour sa retraite, avec un focus notamment sur le viager, comment utiliser le viager pour préparer sa retraite. Une question que nous poserons à Stanley Naon, directeur général de René Coste Viager, mais aussi à Yann Videcoq, directeur général d'Arkea Reim. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Aurel Storno, responsable des investissements multi-assets chez Lombard Odier Asset Management, sur la gestion multi-active dans un environnement de taux élevés. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Dans l'écho des cryptos, nous traitons habituellement de l'actualité liée aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Nous allons parler d'euros numériques, de ce projet développé par la BCE. Nous allons en parler dans un instant avec Alexandre Stervinou, directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour Nicolas. Merci de nous accompagner sur le plateau de Smart Patrimoine. La Banque de France a publié un communiqué de presse il y a quelques jours. La prochaine étape de l'euro numérique vient d'entrer en vigueur quelque part. On entre dans une phase préparatoire de cet euro numérique après, rappelons-le, 2 ans d'une phase d'étude. Est-ce que ça veut dire qu'on valide la création d'un euro numérique, Alexandre Stervinou ? Pas encore et pas tout à fait. Donc ça, c'est le premier point à bien clarifier. On passe effectivement dans une phase dite de préparation qui va continuer l'investigation que l'on a menée pendant 2 ans, mais on n'appuie pas sur le bouton vert de l'émission d'un euro numérique. Donc non, ça, ce sera pour plus tard. Probablement aux alentours de la fin 2025 pour donner un petit peu de perspective. Fin 2025, on prend la décision de savoir si oui ou non on continue, c'est ça ? Ce sera une décision fin 2025 d'émission de l'euro numérique à la fin de cette phase de préparation qui commence maintenant. Qu'est-ce qui va changer dans cette phase préparatoire par rapport à la phase d'études qu'on a connue pendant 2 ans, où d'ailleurs vous avez été accompagné par des entreprises privées également sur le sujet. Que va-t-il se passer durant les 2 ans de cette phase préparatoire, si effectivement on est plus sur un an et demi de phase préparatoire ? Alors, déjà, peut-être 2 choses. La première, c'est que le Conseil des gouverneurs, donc l'ensemble des gouverneurs de la zone euro, la semaine dernière, ont validé finalement les résultats de la phase d'investigation qui vient de se terminer, vous l'avez rappelé, qui a duré en effet 2 ans. C'était une phase vraiment très précise, très intense, très approfondie de ce que pourrait être un euro numérique, de la forme qu'il pourrait prendre. D'accord. Oui. Techniquement, des solutions aussi qui pourraient l'aider à voir le jour. Ça a été validé, mais ça ne dit pas encore tout. C'est pour ça que l'on passe dans une phase de préparation. Alors, pour 2 grandes raisons. La première, c'est qu'il y a un texte de loi qui est paru au mois de juin. Donc, il est nécessaire d'accompagner les négociations, le débat démocratique qui s'ouvre aujourd'hui. Donc un certain nombre de changements, peut-être, de modifications vont être entraînés. Sur la base d'un pré-projet, finalement, on commence à essayer de se mettre tous d'accord autour d'une table sur la façon dont on pourrait créer cet euro numérique. Exactement. Donc les États membres de la zone et puis les parlementaires européens et probablement nationaux aussi sont saisis du sujet actuellement, vont rentrer dans cette discussion démocratique intense, importante. Et donc nous, au sein des banques centrales, nous allons accompagner cette discussion et aussi nous allons travailler à préciser des éléments qui ne sont pas encore complètement bouclés. D'accord. Il y a par exemple sur la stabilité financière, donc l'impact sur les banques commerciales. Vous savez que ce sera un système à 2 étages. Les banques centrales, si un jour elles émettent l'euro numérique, elles reposeront sur les banques commerciales et sur les prestataires de services de paiement. Donc il y aura des intermédiaires, effectivement. Il y aura des intermédiaires. Il faut voir sur ces intermédiaires quel serait l'impact d'un euro numérique sur leurs fonds, leurs dépôts. Et puis également, on a des questions aussi techniques assez importantes et même qui ont une portée politique, la confidentialité, l'anonymat. Bien sûr, oui. Il faut continuer à travailler là-dessus, et notamment techniquement, comment on peut faire en sorte qu'un euro numérique soit parfaitement confidentiel. C'est possible d'imaginer un euro numérique parfaitement confidentiel ? Alors,
On y croit vis-à-vis des travaux qu'on a pu effectuer justement dans la phase d'investigation, ce qu'on a pu entreprendre avec des acteurs privés, mais il nous faut continuer à travailler, notamment sur des mécanismes de transactions totalement hors ligne, d'être capable de les généraliser et d'avoir un système parfaitement stable et robuste avec ce type de confidentialité élevée. Probablement qu'il faudra réfléchir, et ce sera aussi avec le politique, à des seuils, à la présence donc de limites sur les transactions, de façon à être aussi conforme aux lois en vigueur sur la lutte contre le blanchiment et la fraude. C'est vrai que ça pose plusieurs questions. Alors, il y a évidemment cette idée qui revient régulièrement. Si demain un euro numérique est créé, est-ce que ça va signer la fin des pièces et des billets, par exemple? Et aussi, si jamais l'intermédiation vient des banques, que se passe-t-il lorsque l'on ne peut pas avoir de compte bancaire, par exemple? Alors, des grands sujets. Déjà, le premier, c'est que l'euro numérique ne viendra pas en remplacement des espèces. Il ne vient pas non plus en remplacement des autres moyens de paiement qui sont disponibles. Ouais. Donc, ce n'est pas un outil concurrentiel que les banques centrales cherchent à mettre en œuvre, mais c'est l'équivalent du cash, l'équivalent des billets dans l'espace numérique, une espèce de billet numérique. Ouais. Qui donc aura des caractéristiques très fortes, proches de celles du billet. L'universalité du moyen de paiement, l'anonymat, la confidentialité, on en parlait bien sûr, ouais. La gratuité pour les particuliers, élément très fort, et puis la sécurité, on va dire, du dispositif à part entière. Donc voilà des éléments très forts aujourd'hui. Et donc ce ne sera pas un service payant. Ça, vous êtes tous d'accord au sein de l'Union européenne pour dire que ce ne sera pas un service payant, cet euro numérique. Pour le particulier, oui, d'accord. Voilà. Ouais. Ensuite, après, dans sa mise en œuvre par les commerçants, il est évident qu'il y aura un mécanisme incitatif de rémunération qui sera mis en œuvre. Les dispositions doivent être encore réfléchies et débattues très clairement. Alors, à la fois au niveau des banques centrales et puis aussi des parlementaires des États membres. Et un mot donc du coup sur cette intermédiation donc, qui fait entrer les banques comme intermédiaires. Qu'en est-il de ceux qui aujourd'hui ont une relation compliquée avec peut-être la détention d'un compte bancaire, pardon. Alors, 2 points centraux. Ouais. L'euro numérique se fera avec les banques. Aujourd'hui, vous avez un partenariat public-privé pour les moyens de paiement. La Banque centrale, elle émet du cash. Bien sûr, vous avez les banques qui aujourd'hui financent les entreprises, financent l'économie. Ça existe déjà aujourd'hui, ça va continuer à exister. L'inclusion financière et l'inclusion digitale, c'est un élément fort. Donc, on est en train de réfléchir, et on a déjà des éléments aussi assez significatif à cette inclusion, cette capacité d'avoir un moyen de paiement euro numérique qui ne soit pas forcément lié à un compte bancaire. Mais on aura un compte spécifique d'euro numérique à part entière. Bon, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. On ne peut pas toutes les traiter effectivement dans l'émission aujourd'hui. Quelles sont les attentes de la Banque de France? La Banque de France qui fait partie quand même des très actifs sur le sujet aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Quelles sont les attentes vis-à-vis de cette phase préparatoire? Le débat démocratique s'ouvre, c'est un élément important. L'euro numérique, ce n'est pas simplement des technocrates quelque part qui soient à Bruxelles ou à Francfort ou à Paris d'ailleurs qui décident de ce sujet réellement de société. Bien sûr. Mais c'est important de le rappeler que ça n'est pas qu'un sujet de technologie, il y a un sujet de décision politique derrière aussi. Absolument. Oui. Et c'est un vrai débat démocratique qui commence. Donc nous, notre attente, c'est que ce débat soit le plus ouvert possible. On sera là, nous, en tant qu'experts, les banques centrales, pour vraiment l'alimenter, répondre aux questions. Je parlais de l'anonymat, de la confidentialité tout à l'heure, c'est un élément absolument central. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'être très ouvert, très transparent sur ce que l'on mettra en œuvre. Bien sûr. On est capable de faire pour assurer cette confidentialité, jusqu'où on peut l'assurer, quelles en sont aussi les limites. Et ça, c'est vraiment un engagement que l'on prend aujourd'hui. Rendez-vous donc fin 2025 pour savoir si on pourra voir effectivement si la décision sera prise de créer cet euro numérique. Merci en tout cas Alexandre Stervino d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des études et de la surveillance des paiements au sein de la Banque de France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si le viager peut venir aider à préparer sa retraite, à anticiper sa retraite, ce qui nous amènera évidemment à redéfinir un petit peu les mécanismes du viager qui sont nombreux, ou en tout cas qui sont plusieurs. Nous allons en parler avec Stanley Naon tout d'abord. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Vous êtes directeur général de René Coste spécialiste du viager, leader même français je crois du viager. Ouais. Et nous allons en parler également avec Yann Vidcock. Bonjour Yann Vidcock. Bonjour. Directeur général d'Arkea Reim, et au sein d'Arkea Reim, on note notamment le fonds immobilier, la Silver Avenir SCI, spécialisé sur le viager justement, ou la nue propriété. On va peut-être commencer avec vous, Yann Vidcock, justement pour bien définir vis-à-vis des gens qui nous regardent les différents mécanismes qui peuvent exister. Quelle différence entre viager, nue propriété, viager avec rente ou viager sans rente? Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent ou non?
Oui, exactement. Alors, ça part d'un même principe, c'est le viager. Nous, on offre effectivement Silver Avenir, on achète auprès des seniors des appartements ou des maisons sous 2 formes, soit en viager, soit en démembrement. D'accord. Mais globalement, Donc c'est la même démembrement, c'est usufruit nue propriété. Exactement. Bien sûr, Donc on va acheter la nue propriété, on va lui laisser l'usufruit au senior. Et sinon, on achète la pleine propriété et on laisse le droit d'usage et d'habitation. C'est ce qu'on appelle le viager. D'accord. Et donc nous, c'est vrai qu'on est sur une forme très particulière de viager. C'est un viager, ce qu'on appelle bouquet ou sans rente. C'est-à-dire qu'on va offrir juste un prix one shot en fait au vendeur. S'il vend son bien 100, globalement, avec une espérance de vie d'une vingtaine d'années, on va lui offrir 70. D'accord. Ouais. Donc avec une décote de 30%. Exactement. Mais en revanche, il n'y a pas de rente ensuite à verser. Non, il n'y a pas de rente. Après, le senior est libre. En fait, c'est pour ça que c'est un produit qui a beaucoup plu ces dernières années au senior, parce que le senior est libre d'organiser son patrimoine comme il veut. Alors ça s'adresse à une catégorie de seniors un peu différente, parce qu'on voit, nous, dans nos biens, la valeur moyenne de nos biens sur Silver Avenir, c'est 1,7 million. Donc on voit que c'est des biens assez élevés. Donc c'est des seniors qui n'ont pas besoin de rente globalement, mais qui vont utiliser cette somme pour organiser leur patrimoine et leur fin de vie patrimoniale comme ils le souhaitent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très plébiscité aujourd'hui par les seniors. Stanley Naon, donc René Coste accompagne les épargnants en viager depuis de nombreuses années. Est-ce que, je ne sais pas si je dois poser la question de cette manière-là, mais est-ce qu'il existe des temporalités dans le viager? Alors effectivement, peut-être qu'avant on connaissait la version classique qui était du viager avec rente, qu'aujourd'hui on se rend compte que la nue propriété marche bien ou que le viager sans rente dans certains cas peut fonctionner aussi. Est-ce que, alors je ne sais pas si on pourrait parler d'effet de mode, mais en tout cas de temporalité, de saisonnalité dans la manière de faire un viager? Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement une évolution en tout cas dans les formes de viager qui étaient proposées au marché. Jusqu'à il y a 5-6 ans, la formule sans rente, que ce soit de viager ou nue propriété, en tout cas la formule sans rente était assez peu finalement proposée et utilisée. Aujourd'hui, ça représente à peu près 25-30% du marché. Et comment on l'explique que justement la formule sans rente revienne sur le devant de la scène comme ça? En tout cas, c'est une solution qui répond à des besoins qui sont différents. Yann l'a mentionné, quand je vais chercher de la rente et que je vais chercher un format classique de viager, et encore une fois, c'est 70% du marché, je vais chercher un revenu complémentaire. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand je vais chercher un capital unique qui va me permettre de répondre à d'autres projets qui peuvent être des projets de donation, qui peuvent être des projets de remboursement de crédit. Donc, en fait, la gamme d'offres du viager, de la nue propriété, assez largement étendue au cours des 5-6 dernières années. Ça a permis aussi de créer un dynamisme sur ce marché-là, et ça répond à des besoins de plus en plus larges, mais des besoins effectivement assez différents sur le marché. Alors on abordera dans un instant le sujet de l'investissement en viager pour préparer sa retraite, mais juste avant, restons, parce que là on est plutôt côté cédant, avec vous toujours Stanley Naon, puis Yann Wildcock. Est-ce que effectivement, arrivé à un certain âge, et lorsqu'on est à la tête d'un patrimoine immobilier ou d'un bien immobilier, le fait de le céder en viager directement à un particulier ou à un fonds, on y reviendra dans un second temps, peut être une option envisageable pour s'assurer d'un certain niveau de revenu à sa retraite. Tout à fait. Le patrimoine immobilier, c'est un peu le fonds de pension à la française. Donc le moyen de monétiser ce patrimoine immobilier tout en continuant à en profiter, en continuant à vivre dans son logement sans changer ses habitudes, c'est effectivement ces solutions de viager et nue propriété. Donc c'est évidemment une solution très, très intéressante, de plus en plus plébiscitée par les retraités français, et notamment le développement des différentes formes de viager et nue propriété, ça permet de répondre à plus de besoins aujourd'hui. Faut-il ne pas avoir d'enfant pour faire du viager, pour vendre son patrimoine en viager, ou en tout cas sa résidence principale en viager? Grosse idée reçue, puisque 70% des personnes qui vendent en viager ou en nue propriété sont des personnes qui ont des enfants. Et les enfants sont très souvent partie prenante dans le projet, que ce soit parce qu'elles veulent que leurs parents continuent à être autonomes financièrement, ou parce que ces personnes ont aussi besoin d'être aidées et vont bénéficier de donations au moment où cette opération va être faite. Donc dans 70% des cas, on a effectivement des enfants et des héritiers, mais il y a effectivement cette idée reçue
d'une opération qui s'adresse plutôt à des personnes sans enfants. Yann Vidcock, même question. Alors vous nous l'avez dit, vous faites plutôt du viager ou de la nue propriété, mais donc du viager sans rente, qui ne va pas offrir de revenus réguliers à la retraite, mais peut-être qu'on va vendre son bien un petit peu plus cher du fait qu'il n'y a pas la rente. Même question, est-ce que ça peut rentrer dans une stratégie patrimoniale de préparation de la retraite, d'anticiper, vendre sa résidence principale et peut-être secondaire, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible aussi, en viager? Oui, bien sûr. Secondaire, totalement. Dans ces cas-là, vous partirez plutôt sur un démembrement parce qu'en gros, en démembrement, quand vous avez l'usufruit, vous êtes capable de louer le bien. Mais oui, ça répond exactement à ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'offre s'est développée ces dernières années. Effectivement, les investisseurs particuliers étaient peut-être moins intéressés pour être acquéreurs de viagers bouquets. Quand les offres institutionnelles ont été créées telles que nos fonds, et ben on a vu l'offre être plébiscitée chez les seniors. Aujourd'hui, comme disait Stanley, ça représente presque 30% du marché du viager. Donc il y a un vrai intérêt pour le senior à... ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça simplifie les choses aussi. C'est-à-dire que quand vous préparez votre succession, vous vous dites que... laisser une maison à ses enfants, on sait que ça peut être compliqué parce que certains vont vouloir la vendre, d'autres vont vouloir la garder. Bien sûr. Que si vous organisez ça avant, nous, on fait un sondage en fait après sur les 500 viagers qu'on a achetés. Il y a à peu près 400 personnes qui ont répondu. On leur demande mais pourquoi vous avez fait un viager et certains, c'est pour simplement simplifier la transmission patrimoniale parce que vous allez transmettre du cash au lieu de transmettre une maison et en plus il y a ce maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, c'est une donnée et après il y a vraiment des sujets d'optimisation du patrimoine. Je pense que c'est devenu vraiment un instrument d'optimisation de patrimoine. J'allais poser la question, il y a un intérêt fiscal à transmettre du cash de son vivant suite à la vente en viager de sa résidence principale plutôt qu'à transmettre ensuite, suite à son décès ou pas forcément? Ça va dépendre du contexte. La fiscalité, c'est toujours très particulière. Il peut y avoir un intérêt fiscal, effectivement. La donation, juste pour ajouter à ce point-là, mais la donation de son vivant, elle est quand même assez défiscalisée. Bien sûr, jusqu'à certains montants. Certain montant, mais du coup, il peut y avoir un intérêt assez important à transmettre en amont de son héritage. Je vous propose de passer de l'autre côté avec vous, Yann Vidcock. Côté investisseur, à la recherche d'un investissement réalisé à ses 30 ans, ses 40 ans, ses 50 ans, en fonction de son niveau de vie, est-ce que l'acquisition d'un viager ou alors l'investissement dans un fonds qui fait du viager peut être une solution de préparation de sa retraite? Est-ce que c'est un des usages d'un fonds viager comme Silver Avenir? Oui, c'est clairement un usage. Les fonds immobiliers sont là pour ça. C'est des fonds la durée de placement recommandée, c'est 10 ans. Donc, un investissement immobilier, c'est un investissement de long terme. L'avantage d'un fonds viager, c'est qu'il vous permet de vous exposer à une catégorie d'actifs auxquels il y a très peu de fonds, c'est-à-dire les actifs résidentiels. Aujourd'hui, en France, il n'y a quasiment pas de fonds résidentiels. Il y a quelques SCPI défiscalisantes, mais c'est très rare. Et donc, l'avantage de ce fonds Silver Avenir, c'est qu'il vous permet de vous exposer à une classe d'actifs qui est sur un cycle très différent. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'immobilier commercial, ça va très mal. L'immobilier résidentiel, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant pour le particulier de pouvoir s'exposer. Donc oui, c'est un très bon outil d'investissement patrimonial. Surtout qu'on a l'avantage, je dirais, c'est que quand vous achetez un produit, vous prenez un risque statistique, je dirais, de temps en temps. Quand vous achetez dans un fonds mutualisé, nous on a 500 biens, donc grosso modo notre courbe d'espérance de vie est la même que celle de l'INSEE en fait. Et très rapidement, comment on génère de la rentabilité sur des investissements comme cela? Ensuite, on loue les biens acquis, on les revend au prix du marché ou... On loue et on revend, ça dépend. On fait des opportunités comme n'importe quel fonds immobilier. Et sinon, la performance, elle est générée aussi à l'acquisition, sur la décote par rapport à l'acquisition. Et chaque année, en plus, vous récupérez un peu de décote parce que l'espérance de vie globale de votre portefeuille va diminuer. Stanley Naon, même question, mais alors là, pour le coup, sur de l'investissement viager en direct ou via un fonds, mais dans une stratégie globale, est-ce qu'effectivement, on l'intègre dans sa préparation à sa retraite? Est-ce que ça vient après d'autres investissements plus financiers ou est-ce qu'on peut l'intégrer dès le début? Alors, l'investissement en viager, en nue propriété, sont des investissements immobiliers. Le Français adore l'immobilier, notamment pour préparer sa retraite. Le profil des investisseurs essentiellement un profil d'investisseurs particuliers. 93% du marché, c'est aujourd'hui animé par les particuliers et 7% par des fonds institutionnels. C'est évidemment un moyen de préparer sa retraite de manière assez intelligente. Ça correspond à des personnes qui ont fait
souvent du locatif, mais qui n'ont plus envie de s'embêter avec les contraintes du locatif, notamment les risques d'impayés, les problématiques de vacances. Donc c'est un moyen de faire du locatif sans le risque locatif et sans la fiscalité qui est attachée à du locatif, puisque la décote dont on parle à l'acquisition, ça correspond à un loyer capitalisé sur la durée de vie des vendeurs. Et ce loyer qui arrive en décote de prix, il n'est pas fiscalisé. Donc on fait un espèce d'investissement locatif sans fiscalité, sans contrainte locative. C'est ça qui permet d'avoir un retour sur investissement de l'ordre de 7 à 8% quand on fait du viager ou de la nue propriété en direct. Très rapidement, et on finira là-dessus, vous avez l'âge moyen, si c'est effectivement des particuliers qui réalisent ce type d'investissement, l'âge moyen de ceux qui commencent à faire du viager? C'est 45 ans. D'accord, oui. L'âge où on commence à penser à la retraite, même si ce n'est pas encore demain, mais où on commence à y penser. Merci beaucoup Stanley Naon, directeur général de René Coste. Merci Yann Vidcock, directeur général d'Arkea Reim, et notamment, donc on trouve la SCI Silver Avenir au sein d'Arkea Reim. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons avec la dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Aurel Storno. Bonjour Aurel Storno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des investissements multi-assets chez Lombard Odier Asset Management. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui quels sont les choix de gestion que l'on peut faire dans un environnement de taux élevés. Faut-il déjà tout changer puisque la donne a changé depuis quoi 6 mois, 1 an, Aurel Storno? C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant, mais on navigue encore dans des terrains un peu nouveaux. Et il est certain que la donne a changé de ce point de vue-là. Est-ce qu'il faut tout changer? Non, il ne faut jamais tout changer dans la gestion diversifiée, Bien dans sûr, la gestion en général, mais il faut certainement s'adapter. Et alors, comment est-ce qu'on s'adapte? Parce qu'effectivement, on a vécu 6 mois, 1 an où la question centrale était de savoir est-ce que la BCE, est-ce que la Fed va continuer à augmenter ses taux? C'est encore une question aujourd'hui, mais on a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir des certitudes sur le niveau finalement qui sera atteint en termes de hausse de taux, peut-être ensuite sur une baisse de taux à venir. Est-ce qu'il faut construire son portefeuille avec une seule certitude vis-à-vis du nouvel environnement dans lequel on se situe aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs éléments de mon point de vue. Alors, certainement pas, dans le sens que nous, on prône plutôt une approche qui ne privilégie pas un seul scénario. D'accord. Par contre, la hausse des taux, elle vient avec une certaine incertitude qui est un peu plus permanente. C'est pas juste est-ce que les taux vont continuer à monter, mais quel est l'impact de ce nouvel environnement sur les acteurs financiers. Et je dirais qu'un des impacts de fond, c'est la sélectivité. D'accord. On a eu une période qui n'était pas de 2-3 ans, qui était de 10-20 ans, avec des conditions de financement extrêmement faciles. Tout le monde a pu se financer ou se refinancer à des taux extrêmement bas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si la situation elle est même stable, c'est-à-dire que les taux ne continuent pas à monter, mais restent là où ils sont, on va rentrer quand même dans une zone de tri. D'accord. Et donc de plus grande sélectivité, de plus grande disparité. Et qui va durer dans le temps. On n'a pas encore vu aujourd'hui toutes les conséquences potentielles d'un environnement de taux élevé sur l'économie et sur... On a vu quelques exemples. On a vu en Californie, il y a quelques mois, une société qui était un peu dans des situations difficiles. On sent que dans le domaine de certains marchés privés, c'est un peu plus tendu. Et puis on le sait, que progressivement, avec des taux à 4 ou 5 ou 3 ou 6% selon les grands pays, les refinancements progressifs des sociétés, des individus, des gouvernements vont continuer et vont mettre une certaine pression. Quand on fait de la gestion multi-actifs, comment est-ce qu'on gère cette incertitude? Est-ce qu'on diversifie un maximum? Est-ce qu'au contraire, on va vers ce qu'on estime le plus sûr, si jamais ça existe aujourd'hui sur les marchés? Alors non, la diversification, clairement, pour nous, c'est presque une maladie. C'est d'essayer de trouver vraiment des solutions, s'il y en a des nouvelles, et c'est pas évident, parce que le monde d'investissement ne change pas aussi rapidement, mais c'est de trouver plus que des actifs, des techniques, qui demandent un peu plus de flexibilité et plus de sophistication. D'accord. Et donc, du coup, l'accès est peut-être moins évident. Donc, pour l'investisseur moyen, il va falloir s'appuyer sur une certaine expertise. Et pour l'expert, il va falloir travailler quand même assez dur, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi se perdre dans des techniques plus complexes. Si je caricature ce que vous dites, l'idée n'est pas d'investir dans tout pour être sûr finalement qu'il y aura forcément du bon et du mauvais, mais d'aller vers des techniques d'investissement qui permettent de lisser, par exemple, en fonction des niveaux de marché? Alors, investir dans tout, oui. Oui, mais pas n'importe comment. C'est un premier élément fondateur de la construction de portefeuille. D'accord. Puis multiplier
plus que des techniques de gestion, également des sources d'informations qu'on utilise. Parce que la diversité, c'est pas que dans le portefeuille, c'est en amont du portefeuille. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on utilise? Avec un de mes collègues que vous connaissez, on réduit un univers de données de 30 000 peut-être données macroéconomiques disponibles à 300-400 sont pertinentes. Mais 300-400, il faut les suivre. Et on a tendance parfois dans la gestion à choisir quelques informations qui corroborent un scénario qu'on a ou un biais qu'on a déjà. Donc, on parle de technique, on parle d'informations qu'on utilise, de classes d'actifs. Alors, il y a des éléments qui sont un peu à la frontière entre des classes d'actifs et des techniques. Par exemple, acheter de la volatilité. Être long volatilité, aujourd'hui, c'est une stratégie qui est intéressante pour diversifier les portefeuilles. Mais bon, est-ce que c'est une classe d'actifs? Est-ce que c'est une technique de gestion? Je dirais, on est un petit peu entre les deux. Hein. Très rapidement, pour finir, Aurel Storno, on va vers l'obligataire aujourd'hui, forcément, dans l'environnement de marché qu'on connaît d'ici la fin de l'année? Pas forcément. Non. Nous, nos investissements n'ont pas beaucoup de duration dans nos portefeuilles aujourd'hui. Ils sont plutôt courts en duration. Il est vrai qu'on est encore dans une zone d'incertitude qui est assez importante pour les taux et qui se réverbère dans les autres classes d'actifs, qui dit fluctuation sur le taux d'escompte, dit fluctuation dans les méthodes de valorisation des autres actifs. Donc, ce n'est pas la seule réponse. Et pour le moment, on a plutôt un biais défensif, généralement parlant. On prône plutôt une diversité dans les actifs risqués. Et puis quand même une certaine précaution dans les actifs obligataires. Merci beaucoup Aurel Storno de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes responsable des investissements multi-assets chez Lombard Odier Asset Management. Merci. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.